exprimées, des peurs, mais avec la volonté vraiment d'en faire un lieu de vie du quartier. Et donc pour nous, l'hospitalité à Villeurbanne, c'est accueillir, mais faire en sorte que cet accueil, il fasse ville, tout simplement. Et comment on fait pour le faire accepter justement au voisinage ? On est vrai, on raconte pas de bobards, on explique les choses, on prend du temps, on fait aussi se rencontrer les gens. Enfin, moi je crois qu'on souffre énormément aujourd'hui de procès d'intention permanents qui sont faits sur l'autre en fonction de l'image qui a été construite, en fonction des on-dit, voilà. Et que quand il y a une rencontre vraiment de femme à homme, d'homme à femme, d'humain à humain finalement, la plupart du temps cette rencontre elle se passe bien, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre origine. Et donc nous c'est à ça qu'on travaille. Mais encore une fois, je ne nie pas que c'est pas facile d'être dans une ville où il y a beaucoup de populations qui ont des histoires très différentes. C'est pas facile d'accepter l'autre parfois quand il a des comportements qui sont pas ceux que moi j'aurais sur l'espace public. Et ça, le politique peut pas lâcher ça parce que sinon on va aller vers un repli sur soi et c'est là où la société qui est déjà en train de se fracturer va encore plus se fracturer. Et moi, ça c'est une angoisse assez importante en tant qu'élu. Et l'important, c'est qu'on soit pas ici dans une enclave, c'est que ce soit perméable. Il y a plein de choses qui font que ce lieu est un peu exceptionnel. D'abord sa localisation. On n'est pas aux extérieurs de la métropole, on est au cœur de Villeurbanne. Le lieu, il est arboré, il occupait il y a encore très peu de temps des personnes âgées qui ont été relogées dans une nouvelle résidence. Donc le lieu, il est central, paysager, il est beau aussi. Alors il y a plein de trucs à améliorer, il est un peu vétuste, mais globalement, les associations ont fait attention à la question du beau parce que se sentir habiter un lieu, ça passe aussi par ce qu'on renvoie aux gens de leur image, par la qualité de l'aménagement, des matériaux, y compris des œuvres d'art qui ont été posées. Donc tout ça, ça compte et ça fait plein de choses qui, mises les unes à côté des autres, font que des projets réussissent. Au château, 180 personnes vivent dans les 139 appartements du site et parmi les associations qui vont œuvrer sur place, il y a Forum Réfugiés pour accompagner 50 demandeurs d'asile. Jean-François Ploquin, directeur général de l'association, nous précise comment ils accompagnent ces personnes qui ont dû fuir leur pays pour des raisons impérieuses. Souvent à Forum Réfugiés, on parle des gens qui sont hébergés. C'est un peu à la voie passive, on est hébergé par. Là, on parle des habitants. Quand on habite, c'est à la voie active. On est maître de son destin, on est maître de son destin de façon relative, mais quand même. Il y a j'habite ici, quoi. J'habite ici, c'est pas pareil que je suis hébergé par. Il y a un lieu qui est agréable parce qu'il y a des arbres qui sont aussi des êtres vivants qui là nous donnent de l'ombre. Donc voilà, c'est un projet qui s'inscrit dans une certaine durée. C'est du provisoire qui dure un peu. Donc ça permet d'être au-delà de l'agitation sans arrêt d'un endroit à l'autre. Et notamment, on parle dans un lieu là où on est environné de mobilier qui a été fait par un atelier menuiserie. Ce qui est important parce que les personnes qui demandent l'asile chez nous, c'est toutes des personnes qui avaient un métier chez elles. Tous un emploi, tous des études. Elles avaient toutes qui une boutique, différents types de compétences. Et quand on arrive ici dans l'attente de la réponse à la demande d'asile, on est souvent inactif. Il y a de l'ennui, il y a de la déréliction, voilà. Donc pouvoir s'occuper utilement au bénéfice de la collectivité, c'est très important aussi. Du coup, comment vous aidez ces personnes à retrouver leur métier, à retrouver une vie professionnelle ? Ça, c'est possible une fois qu'elles sont reconnues réfugiées. Parce que quand on est reconnu réfugié, on reprend la plénitude de ses droits. Or, les droits civiques, parce qu'on n'est pas français, donc on ne jouit pas des droits civiques. Mais notamment celui d'apprendre le français, si on ne le parle pas, ou de parler mieux. Celui de suivre une formation professionnelle, éventuellement pour rattraper son niveau de diplôme, ou pour attraper une formation qui correspond mieux au marché de l'emploi. J'avais un emploi, mais je ne pourrais pas le retrouver ici. Donc il faut que j'en apprenne un autre. Je vais aller sur des missions en tension, etc. Puis trouver un logement. Donc là, on a un programme qui s'appelle Accélère, qui s'inscrit maintenant dans un programme qui s'appelait Agir. Il change de nom, mais c'est la même chose. Les réfugiés, ils ont tous un référent pour l'accès au logement et un référent pour l'accès au travail. C'est deux parcours qui sont tous les deux pas évidents. Tous les habitants de la métropole de Lyon qui cherchent un logement et qui cherchent un travail savent que c'est pas facile. Et quand on parle pas la langue du pays, c'est encore plus difficile. On aide les gens à mettre les bouchées doubles. Le projet offre une grande diversité de services et d'activités profitables à tous, même aux non-résidents. Au centre du château, par exemple, le restaurant Chez Maggie accueille chaque jour des habitants et des Villeurbanais. Mais il y a aussi plusieurs animations organisées, comme nous explique Moussa Amirat, chargé de la vie collective à Forum Réfugiés. Moi, je mets en place des activités qui répondent essentiellement aux besoins des demandeurs d'asile. Ateliers d'apprentissage du français, ateliers de cuisine, pâtisserie, des ateliers extérieurs comme le bricolage, le jardinage, les ateliers vélo aussi. Qu'est-ce qu'ils réclament et qu'est-ce que ça leur apporte ces ateliers ? Le but, c'est quoi ? C'est d'être vraiment inclus dans la société ? Toutes les personnes que nous accueillons réclament à être ensemble, à avoir le droit de travailler. Mais comme la loi n'autorise pas le travail, on a besoin de s'occuper.
Les personnes vivent essentiellement dans leur appartement, sortent très peu et ont besoin de se retrouver à l'extérieur avec des gens pour pouvoir parler, s'épanouir. C'est quoi le quotidien ici ? Je me lève le matin, je vais à mes rendez-vous médicaux, je vais à mes rendez-vous pour aller récupérer à manger, mes rendez-vous avec mes travailleurs sociaux pour les procédures d'asile, pour toute l'administration. Ensuite, elles reviennent chez elles et puis elles s'ennuient. D'où mon intervention pour lutter contre l'ennui, lutter contre l'oisiveté, faire des choses à partir de ce qu'elles demandent, de ce qu'elles observent. Tous les ateliers qu'on a créés ici sont des ateliers créés à partir des habitants. Moi, je suis juste là pour les soutenir matériellement, financièrement, mais le savoir et les compétences, elles l'ont. Et quand je dis matériellement, c'est fournir le marteau, fournir la scie, fournir les clous. Nous avons la chance d'avoir des bénévoles. Monsieur Pierre Latreille qui intervient ici, et lui, il se débrouille auprès de ses camarades pour fournir le bois, les palettes, dans le cadre de l'atelier bricolage. On a d'autres personnes qui fournissent tous les plants de légumes pour l'atelier potager. Mais nous, on est vraiment là pour faire avec et jamais faire à la place d'eux. En plus des activités ouvertes aux résidents comme aux personnes de passage, les associations proposent un accompagnement social, psychologique ou juridique aux habitants du château. C'est par exemple le cas d'Acoléa qui vient en aide à des jeunes de 18 à 25 ans sortant de la protection de l'enfance. Sarah Janin, chef de service du programme Logis Jeunes. Le programme Logis Jeunes d'Acoléa, c'est un programme logement d'abord pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sortent des dispositifs de protection de l'enfance de la métropole de Lyon. Et donc ici, sur le site de Château-Gaillard, on accueille, 18 jeunes sont en appartement, dans des appartements individuels, d'une petite trentaine de mètres carrés, bien équipés. Ils ont leur cuisine, salle de bain. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les jeunes dans toutes les démarches de la vie quotidienne, que ce soit l'emploi, la santé, les questions administratives, et puis pour pouvoir qu'ils puissent après être autonomes financièrement pour avoir un appartement. Et on travaille sur la sous-location, c'est-à-dire que là, actuellement, les jeunes sont sous-locataires de leur appartement, l'association est locataire. Et donc, après, quand les jeunes auront la capacité financière, ils pourront devenir locataires de leur appartement. Et du coup, je suppose qu'il y a quand même beaucoup de jeunes majeurs qui candidatent. Et comment en fait vous faites pour les sélectionner ? En fait, c'est les maisons de la métropole de Lyon qui nous orientent les jeunes avec une validation par la maison de la veille sociale. C'est eux qui nous orientent. Après, on rencontre les jeunes. C'est une équipe de travailleurs sociaux qui rencontre les jeunes. Et après, on vérifie que les conditions sont remplies. Il faut qu'ils aient au minimum un titre de séjour, mais pas de récépissé pour pouvoir accéder aux allocations pour le logement. Et il faut qu'ils aient aussi envie d'adhérer à un programme, d'accéder à un logement, d'être accompagnés par une équipe d'aller vers. À la différence d'un simple lieu d'accueil, le château donne les clés de l'appartement aux résidents afin qu'ils retrouvent une intimité. Cela est d'autant plus essentiel pour les femmes victimes de viol ou de violences conjugales car elles se sentiront plus en sécurité. Alinéa d'ailleurs les aideront également, comme nous l'explique parfaitement Sarah Farjon. Au château, nous, on a 3 bâtiments, on accueille 115 personnes en comptant des bébés et on a notre dispositif principal, en fait, ça s'appelle la halte des femmes, c'est pour les femmes sortantes de maternité ou enceintes et qui sont sans solution d'hébergement. On a également des dames qui sont orientées par Vifil, qui ont été victimes de violences et des dames orientées par l'Amicale du Nid, sorties de réseaux de prostitution et des gens qui sortis de bidonville sur Villeurbanne ou sortis de CHRS avec des droits administratifs incomplets. Concernant ces femmes victimes de violences ou encore des anciennes prostituées, est-ce que vous avez un suivi psychologique et comment ça se passe ? Pour les dames victimes de violences, il y a l'association Vifil en fait du coup qui les a prises en charge, qui fait des propositions d'accompagnement psy. L'Amicale du Nid également, en fait, il y a tout un travail social en fait qui est fait avec les salariés de l'association. Et en fait, nous on accueille les dames quand elles sont sorties des violences, quand elles sont sorties des réseaux et elles étaient en fait avant en dispositif nuitée d'hôtel. Nous on travaille peut-être un peu plus sur les conséquences des violences, sur donc tout type. Comment est-ce qu'on fait en fait pour que les conséquences des violences soient moindres dans tout un parcours d'insertion professionnelle, sociale et de l'accès aux droits. Et comment vous aidez après ces femmes à se réintégrer dans la société ? Du coup, on est une équipe en fait qui est pluridisciplinaire. Donc on a une assistante sociale, des éducateurs spécialisés, on a une auxiliaire de puériculture aussi pour les mamans. Et c'est un travail assez global en fait déjà sur l'accès à la santé, du prendre soin de soi, de se réapproprier son corps, notamment quand on a été victime de violences, quand on a un parcours de rue en fait, on n'existe plus en tant qu'être humain en fait. L'idée c'est de survivre et donc là c'est travailler déjà à réapprendre à vivre, à se réapproprier son propre corps, son chez soi. C'est ensuite de voir aussi les perspectives de régularisation. Il y a certaines dames qui peuvent avoir accès à des papiers, via un titre de séjour, d'autres via une demande d'asile. Certaines
prochaine, c'est des parcours de sortie de prostitution. C'est un dispositif spécifique en lien avec la préfecture. Et ensuite, de travailler l'insertion professionnelle. Malheureusement, toute bonne chose a une fin et le château ne fait pas exception à la règle. Prenant fin en 2026, la ville de Villeurbanne souhaite que ce lieu d'hospitalité serve d'exemple pour de nouveaux projets similaires.